Alors, je vais partager mon écran, comme ça, Olivier, tu pourras prendre la suite dessus. Euh, Alors, vous devez voir mon écran encore. Pas encore. C'est parfait. Alors, je pense que l'écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Super. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour la présentation de cette étude, donc peu de courte étude par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire concernant la rénovation des copropriétés du segment donc, 30 Glorieuses, comme l'a dit Jessica. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement le contexte dans lequel s'inscrit cette étude pour nous, rapporter aux objectifs du plan climat de la ville, mais également à la constitution du parc de copropriété de la ville de Paris. Et de vous donner en fait une analyse de quelques chiffres clés, de quelques indicateurs et de quelques éléments marquants de la rénovation des copropriétés des 30 Glorieuses qu'on observe aujourd'hui avec le prisme Coach Copro. Donc pour ça, je vais laisser Olivia vous présenter le contexte dans lequel on s'inscrit et puis je prendrai la suite pour vous présenter plus en détail les éléments techniques qu'on va retrouver dans cette note qui sera publiée dans les semaines à venir. Normalement au mois d'octobre, on n'a pas encore de date précise, mais voilà. Logiquement au mois d'octobre, la note pourra sortir. De toute façon, vous en serez informé puisque en participant à ce webinaire, on gardera vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer directement l'étude. Et on est bien évidemment à disposition si vous avez la moindre question. Olivia, je te laisse prendre la parole. Oui. Alors, le plan climat qui a pour objectif 2030 tout d'abord et 2050 par la suite, vise à réduire de 40% les consommations d'énergie et doubler la production d'énergie renouvelable par rapport à 2030. Au niveau métropolitain, le plan climat vise à réduire 50% des consommations d'énergie. 75%. Ça peut être très intéressant parce que notamment les gobelins, ça va être donc un thème avec lequel on va vraiment essayer de travailler. Donc 75% de réduction des émissions CO2 par rapport à 2005. Disposer d'un parc immobilier, donc 100% BBC. Et au niveau de Paris, qu'est-ce que ça signifie? Donc une réduction de 50% des consommations d'énergie également, une consommation à 100% d'énergie renouvelable, dont 20% produite localement, et disposer d'un parc immobilier 100% BBC. Donc, et notamment si on a peut-être aussi que ça un parrain. Pardon, vas-y Olivia. Médiatique. Cet objectif, notre note 30 Glorieuses a été lancée pour répondre à cet objectif car les bâtiments construits à cette époque sont très énergivores et rénover ce parc des 30 Glorieuses correspond totalement à répondre aux enjeux du plan climat. Et ce qu'il faut dire également pour préciser l'objectif parisien pour le coup, mais qui se retrouve en fait au niveau métropolitain, quand on parle d'un parc immobilier bas carbone, donc c'est une notion encore assez floue qui peut être appréciée de différentes manières. Il est considéré que, pour donner un chiffre clé, que la moyenne de consommation du parc résidentiel devrait atteindre en moyenne le BBC rénovation actuel en Ile-de-France, donc à savoir 104 kWh par mètre carré par an de consommation, ce qui est aujourd'hui donc pas le cas puisqu'on est sur une moyenne du parc autour de 250 kWh par mètre carré par an. Donc on a un sacré bond en avant à faire ne serait-ce que sur la partie de consommation d'énergie. Et donc ça correspond aussi grosso modo aux 50% de réduction des consommations. Il faut dire aussi, on va en parler un petit peu dans la note, que dans le plan climat de la ville de Paris, il y a un autre objectif qui est un peu plus ambitieux, qui vient se placer dans les chiffres clés objectifs, c'est le 80 kWh par mètre carré par an,
qui correspond globalement à un BBC sur des critères plutôt nationaux. Et ce 80, en fait, est une cible que l'on va chercher à atteindre pour les projets de rénovation les plus ambitieux, puisqu'on sait très pertinemment que toute copropriété ne pourra pas faire de la rénovation et passer sous la barre symbolique des 104 kWh par mètre carré par an, qui est, encore une fois, je le rappelle, une moyenne qui nous sert d'objectif. Sur l'observatoire, alors Jessica ne vous l'a pas présenté. Olivia, tu veux dire quelques mots? Je compléterai. Alors, l'observatoire a été lancé après le coach CoPro par rapport aux données qu'on en a récupérées. Donc, cet observatoire est dédié à la copropriété. Elle nous sert à lancer des analyses autant quantitatives que qualitatives. Cette note des 30 Glorieuses va en faire partie. Donc cet observatoire nous permet de connaître le parc avec les données qu'on en tire, de rendre compte de la rénovation, des chiffres de la rénovation énergétique du territoire, de proposer des outils métiers pour nos conseillers et aux agents des collectivités. Elle permet d'asseoir le rôle du coach dans la mobilisation des projets et ainsi démarcher les copropriétés qui mènent qui ont un gros potentiel de rénovation énergétique. Donc en fait, on va être à la fois sur des outils et des livrables qui nous permettent de faire un état des lieux, de rendre compte d'une certaine dynamique du territoire, donc plutôt à destination des professionnels de la rénovation et des collectivités et des institutionnels. Et de l'autre côté, on va également pouvoir mettre en place des outils, donc des outils d'accompagnement, par exemple des outils de suivi de consommation, des outils de suivi de rénovation du parc, mais également des outils de repérage, et c'est la phase dans laquelle on se trouve actuellement à l'Agence parisienne du climat, c'est de passer la vitesse supérieure en étant proactif et donc en allant repérer des parcs de copropriété, soit les plus susceptibles de faire de la rénovation, soit les plus complexes sur lesquels faire de la rénovation, donc avec des accompagnements à chaque fois qui sont différenciés en fonction des problématiques qui sont portées. Je donne des exemples qu'on donne assez régulièrement, mais les copropriétés chauffées au fioul, là en l'occurrence les copropriétés des 30 Glorieuses, ça pourrait être en fonction des modes de chauffage, en fonction des sources d'énergie de chauffage ou tout un tas d'autres problématiques que l'on pourrait analyser. Tant qu'on a une information, une donnée, un système de repérage, donc à la fois le coach CoPro, mais également les équipes de la ville de Paris qui sont sur le terrain, les équipes de la Pure ou d'autres équipes qui vont pouvoir constituer des listes de copropriétés ou de la donnée qui va venir qualifier l'ensemble du parc, notamment sur des critères techniques, des critères sociaux. À partir de là, on va pouvoir cibler nos actions et avoir des leviers de communication, des leviers d'action, des outils, des argumentaires qui vont être extrêmement ciblés et beaucoup plus efficaces que simplement communiquer aux 4 vents le fait que la rénovation, c'est bien. Donc, on est vraiment dans cette phase d'amélioration et d'accélération. Et pour illustrer en fait le besoin, on vous a synthétisé ici la dynamique qu'on va observer aujourd'hui sur Coach CoPro en métropole du Grand Paris et la mettre en comparaison des objectifs qu'on a annoncés précédemment sur les plans climat. Alors, petite précision qu'on n'a pas évoquée également, on parle de réduire la consommation de 50% sur le parc habitat privé. Pour vous donner l'ordre de grandeur de ce à quoi ça correspond, à Paris, on est sur 43 000 copropriétés pour un total d'1 200 000 logements. Et quand on passe à l'échelle supérieure, qui est la métropole du Grand Paris, on est sur 101 000 copropriétés pour 2 millions de logements. Donc ça vous donne le volume de bâtiments, ou en tout cas le volume de copropriétés et de logements qui sont à rénover, tout ou partie, d'ici 2050. Olivia, sur la dynamique, si tu veux en dire un mot. Oui, alors on observe que là, ce graphique illustre le nombre de votes de programmes de travaux en copropriété.
En gris au-dessus, on retrouve, en orange, on retrouve les projets de rénovation dans les 30 Glorieuses. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a on a à peu près 40 entre 35 et 50 programmes de rénovation par an. Sachant que d'après la direction de l'urbanisme, on observe 80 actions d'isolation en copropriété par an, dont moins de 40 projets globaux par an. Et le plan climat de la ville de Paris en MGP préconise 1330 rénovations par an. Donc, c'est-à-dire qu'on est à globalement 30 fois moins que les objectifs attendus pour le plan climat en métropole du Grand Paris. Alors là, pour le coup, le 1300, c'est même juste simplement Paris. Si on regarde au niveau métropolitain, on est plutôt autour de 3000 copropriétés par an à rénover, donc encore plus. Donc là, on a comparé alors deux choses qui ne sont pas effectivement comparables, puisqu'on parle des inscriptions Coach CoPro d'un côté et des attentes du plan climat. Dans le premier cas, on est plutôt sur donc à chaque fois des programmes de travaux complets, ambitieux, donc portant au moins 35% d'économie d'énergie en gros, globalement concentrés sur Paris, parce qu'il y a plus de programmes d'accompagnement comme on le verra. Alors vous notez une baisse en 2019, c'est simplement un trou dans les données, puisque aujourd'hui on n'a pas encore la totalité des votes qui ont été faits en 2019, donc il y a un temps de délai, on va dire. Deux observations aussi par rapport à ce graphique. On observe un plateau à partir de 2014, va-t-on dire, entre 2014 et 2016, qui correspond grosso modo à des projets qui sortent dans le 13e arrondissement et dans le 19e arrondissement de Paris, suite aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc on voit qu'il y a quand même c'est quand même des forts pourvoyeurs de projets. 2017, vous avez les premières rénovations issues de Éco-Rénovons Paris, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de l'ensemble de la ville, qui va drainer lui aussi un certain nombre de projets, en plus de la fin des accompagnements sur le 13e et le 19e plus spécifiques. Et donc, on va retrouver à partir de 2018, 2019 et 2020 aussi, on a à peu près les mêmes tendances qui sont autour d'une cinquantaine de votes par an. Alors, une quarantaine à Paris, une cinquantaine en métropole qu'on va observer aujourd'hui. Donc, on n'a pas l'exhaustivité. Par contre, effectivement, en regardant ce qui se passe auprès de la direction de l'urbanisme, on se rend compte effectivement qu'il y a environ 80 actions d'isolation par an à Paris, mais sans embarquer nécessairement des projets globaux de rénovation au sens où on l'entend ici aujourd'hui et au sens du plan climat. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on est sur une marche extrêmement importante à franchir. On est déjà en 2020, 2050 c'est dans une trentaine d'années, et donc il faut dès maintenant se mettre en ordre de marche pour pouvoir justement franchir ce grand gap. Olivia, si tu veux reprendre la main sur les objectifs de cette note. Oui, alors, notre note a été l'observation de 77 projets de rénovation. Donc, ces 77 projets, on les a choisis car, depuis notre base de données Coach CoPro, ce sont des copropriétés qui ont qui ont mené des projets de rénovation entre 2010 et 2019 sur la métropole du Grand Paris. L'objectif de cette note, c'est faire un tour d'horizon des typologies de travaux. Donc, on va vous présenter les différentes typologies. Étudier le marché professionnel. Évaluer l'amélioration énergétique du parc par rapport aux performances gagnées, etc. Proposer des pistes d'amélioration et préfigurer la suite de la transformation du parc. Donc, on va estimer, on va voir pour la suite de cette étude, qu'est-ce qui est possible ou non, les leviers, etc., de ces rénovations. Donc, pour commencer, on a, la période 30 Glorieuses, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la période d'après-guerre, entre 1945 et 1974. Cette période
consiste en une grosse reconstruction d'après-guerre. Elle correspond à un essor économique, donc les énergies fossiles sont importantes, peu chères, donc elles sont beaucoup utilisées en copropriété pour le mode de chauffage. En 1974, premier choc pétrolier, donc première réglementation thermique. Donc à partir de là, on va beaucoup plus faire attention aux énergies utilisées et aux émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. Cette période des 30 glorieuses a consisté à une construction rapide à moindre coût. Ce sont des constructions en béton et préfabriquées qui avaient pas ou peu d'isolation. En chauffage collectif, dans nos 77 copropriétés, on a remarqué beaucoup de copropriétés qui chauffaient au fioul. Et les copropriétés se trouvent beaucoup en périphérique de la ville. Comme on voit là sur la petite carte, en rose, ce sont là où on retrouve les copropriétés 30 Glorieuses à Paris. Elles ont été construites pour remplacer les bidonvilles à l'époque, notamment lors des opérations table rase. Pardon, à chaque fois je coupe mon micro, excusez-moi. Ça peut être très intéressant, on peut faire une opération ensemble. C'est vrai qu'effectivement, pendant cette période 30 glorieuse, on va retrouver beaucoup d'utilisation d'énergie fossile pour le chauffage et on va rapidement trancher avec les périodes de construction suivantes qui vont beaucoup se baser sur l'essor du nucléaire avec une forte proportion de logements en chauffage individuel et l'utilisation de l'électricité comme vecteur de chauffage. Et donc, c'est principalement à partir de 1974, en gros, dans les découpages que l'on fait des périodes de construction, on va retrouver cette bascule entre le gaz, le fioul majoritaire et de l'autre côté, plutôt l'emploi de l'électricité. Donc pendant cette période de construction, il y a quand même 4 grandes typologies de construction et d'immeubles qui vont sortir, qui vont apparaître, qui ont été très bien définis par l'APUR, donc on va essayer de ne pas refaire toute la description de ces modes de construction. On va retrouver 4 grandes familles, donc les ministères de la reconstruction urbaine, ce qu'on appelle les MRU, qui sont directement d'après-guerre, les grands ensembles de logements sociaux, les immeubles de grande hauteur, qui sont aussi une spécificité qui apparaissent vraiment à cette période, et les immeubles résidentiels de standing qui en fait ressemblent à des immeubles de grands ensembles, mais vont être plus petits et vont offrir des prestations plus importantes pour des personnes, globalement pour des ménages un peu plus aisés, avec notamment des matériaux plus nobles, des logements plus grands, mieux agencés, la présence de balcons, de grandes baies vitrées, etc. Donc on est sur à chaque fois les mêmes. À chaque fois, on vous a remis des captures d'écran pour le coup de la note d'APUR, donc je vous invite plutôt à aller la consulter directement, mais pour faire assez simple, c'est à partir de l'utilisation du béton en préfabriqué, notamment préfabrication lourde en panneaux, qu'on va pouvoir retrouver dans les grands ensembles et dans les immeubles de standing. Donc c'est à partir de ce mode de construction. Avant, on va dire entre 45 et 50, on va plutôt retrouver une reconstruction un peu plus classique, brique, avec début de l'emploi du béton massif dans la construction. C'est des immeubles qui se reconnaissent assez bien pour le coup, notamment avec leur cage d'escalier couverte de fenêtres. Et donc, comme je disais, sur les immeubles résidentiels de standing, on va retrouver plus facilement de balcons. Donc là aussi, ça va apporter une autre problématique vis-à-vis de la performance énergétique, puisqu'on va créer des ponts thermiques complémentaires. Enfin, les fameuses tours, les IGH. Donc à Paris, il y en a un certain nombre dans le 13e, dans le 19e, un petit peu dans le 14e, avec ou non des loggias. Et en fait, il va y avoir sur ces tours-là, on ne l'a pas précisé aujourd'hui dans la présentation, mais c'est un petit peu plus précisé dans la note, des considérations de mise en œuvre des chantiers de rénovation qui sont beaucoup plus complexes et qui vont amener du coup, des surcoûts à la rénovation.
Et ça, on les notera un petit peu, notamment la mise en place d'une ITE ou la régulation du chauffage sur des très grandes hauteurs. Donc là, on passe vraiment en revue assez rapidement. On vous invite à aller voir la note. On vous mettra le lien dans le PowerPoint et je pense qu'on vous l'enverra carrément. On vous enverra le lien directement dans le mail de retour. Olivia, est-ce que tu peux reprendre la suite sur les enjeux du parc? Donc, les enjeux de la rénovation de ce parc, donc on fait face à un parc qui est assez vieillissant, donc les immeubles ont entre 45 et 75 ans. Beaucoup de ponts thermiques, comme vous le disait Benjamin. Donc, agir sur ce parc, c'est lutter contre la précarité énergétique, lutter également contre les émissions de gaz à effet de serre, puisque très émissif très émetteur de gaz à effet de serre, conserver également le patrimoine du XXe siècle. Qu'est-ce qui nous facilite la tâche? Donc, les façades sont assez simples, donc faciles à rénover. L'utilisation de béton généralisé, donc il y a moins de problématiques liées à l'humidité des parois. Les systèmes sont très généralement collectifs, avec une ventilation déjà existante sur les bâtiments et la présence de toitures terrasses. Donc, tous ces leviers nous facilitent énormément la tâche pour la rénovation de ce parc. Mais ce qui nous pose également problème, c'est la présence d'amiante pour un certain nombre de façades et de conduites dans ce parc. Donc, on ne l'a pas développé ici, mais effectivement, sur certaines copropriétés des 30 glorieuses qu'on a suivies en accompagnement, on retrouvait parfois de l'amiante en façade. Alors, l'isolation thermique par l'extérieur peut, selon les cas, permettre de ne pas traiter les façades et d'encapsuler l'amiante sous l'ITE. Donc, ça peut être aussi une solution, l'ITE, et pas une problématique. Il faut retourner un peu le problème. Ce parc, comme vous l'a dit Olivia, il porte des grands enjeux. C'est globalement le plus simple à rénover, globalement celui sur lequel on fait les plus grosses performances énergétiques avant-après travaux. On est à une période charnière où les bâtiments ils dépassent les 50 ans d'existence et où ils vont avoir des besoins de rénovation lourds parfois, donc ils vont pouvoir permettre d'embarquer de la rénovation énergétique. Puis un certain nombre de leviers qui ont été cités. Alors, je rappuie sur l'aspect patrimoine. On a encore assez peu l'habitude aujourd'hui de considérer les immeubles des 30 glorieuses comme du patrimoine, mais il faut quand même le faire. Il n'y a pas de raison qu'on conserve du bâti ancien et pas du bâti des 30 glorieuses. Donc, dans certains cas, ça va commencer à poser des questions et des limitations sur les matériaux ou sur les façades qui seront ou non isolées. Mais dans la majorité des cas, en tout cas de ce qu'on observe aujourd'hui, il n'y a pas de problématique à aller isoler des façades 30 glorieuses comparativement à d'autres bâtiments. En plus de ça, sur les grands ensembles, pour le coup, dans Paris, ils sont généralement soit sur dalle, soit au centre d'un certain nombre d'îlots. Ils ne sont pas directement sur rue, ce qui va permettre de ne pas avoir de limitation concernant de l'empiètement sur l'espace public, ce qui n'est pas le cas de bâtiments type haussmannien, faubourgien ou autres, ou sur les petits 30 glorieuses, entre guillemets, qui se trouvent directement à fleur de rue de façon assez classique. Alors, on va avancer un petit peu, parce que mine de rien, le temps passe. On a regardé aussi une chose sur ce parc 30 glorieuses parisien, ce sont les DPE. Alors, pour information, lorsqu'on regarde les copropriétés sur le coach copro, donc sur celles qu'on accompagne, qui ont fait un audit, et qu'on regarde leur consommation d'énergie initiale, calculée par un audit, on va retrouver environ 237 kWh par mètre carré par an sur les 5 usages. Donc chauffage, eau chaude, électricité, des parties communes, pour faire simple. Quand on regarde les DPE, par contre, on va trouver quand même des petites nuances. Alors premièrement, des nuances assez fortes entre d'un côté les DPE collectifs, pour les bâtiments collectifs d'habitation, et les DPE individuels logement, qui sont notamment nécessaires à la vente ou à la mise en location aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail ici, mais donc vous avez d'un côté à gauche les copropriétés, à droite les DPE logement.
Et vous avez en couleur la distinction sur 3 grandes périodes de construction, grosso modo avant 1945, en gris, les 30 glorieuses en bleu et les bâtiments plus récents en jaune orangé. Ce qu'on va observer au niveau des copropriétés, c'est que quand vous regardez, si vous tracez une sorte de gaussienne, une sorte de courbe à partir des différents histogrammes, à gauche sur les copropriétés, on va voir qu'au final, les 30 glorieuses se situent globalement entre C et D, donc autour des 230 voire 250 que je vous citais, mais qu'en fait, ça ne semble pas être le parc le plus consommateur, puisqu'on va retrouver des logements d'après 75 qui vont plutôt se trouver en D, voire en E. Alors là, ça s'explique encore une fois, comme je vous le disais, avec la présence plus forte de l'électricité, donc un poids sur l'énergie primaire qui est plus fort. Donc, ce n'est pas forcément une consommation d'énergie finale plus importante, mais quand on le rapporte en énergie primaire, c'est plus important. Par contre, et là, c'était presque une surprise, entre guillemets, une forte présence d'étiquettes E sur les bâtiments d'avant 45, donc au final, qui semblent être les bâtiments les plus consommateurs dans notre trio de période de construction. Donc là aussi, ça s'explique par le chauffage individuel, qui va être aussi, dans un certain nombre de cas, en électrique. Donc on n'a pas la portion à Paris exacte de l'électrique et du gaz, mais une majorité d'électrique quand même, en mode de chauffage individuel. Et de l'autre côté, quand on regarde au niveau des logements, c'est beaucoup plus équilibré. On va retrouver des gaussiennes qui sont à peu près centrées autour de l'étiquette D et E, donc on est un peu plus élevé que par rapport au DPE collectif, quand on regarde en proportion. Et il y a une surprise aussi qui apparaît, c'est les étiquettes A, qui sont assez fortement représentées, notamment pour les bâtiments anciens et les bâtiments des 30 glorieuses, donc qui est plutôt une surprise, et qui veut dire plusieurs choses. Soit effectivement les gens qui font des DPE ont rénové leur logement de façon importante, soit le DPE n'est pas une méthode suffisamment fiable pour faire ce genre d'analyse, puisqu'il y a un certain nombre de travers qu'on va pouvoir retrouver dans leur expression. Donc voilà, ces éléments, c'était un peu pour cadrer le niveau de consommation. Donc avec ces éléments-là, on ne peut pas vraiment dire que les 30 glorieuses sont forcément les bâtiments les plus énergivores, mais les bâtiments les plus énergivores sont généralement de la période de construction des 30 glorieuses. Donc généralement des bars, d'immeubles de type grands ensembles, pas isolés, voire pas du tout isolés, ou alors très peu, et qui sont dans un état de dégradation assez avancé. Donc c'est surtout sur ces bâtiments-là qui vont être considérés comme des passoires, ainsi que des bâtiments plus anciens sur lesquels on va pouvoir voir des problématiques d'humidité et autant. Alors, rentrons un petit peu dans l'analyse de nos projets de rénovation. Donc, on en a pris 77 sur Couche CoPro pour lesquels on avait suffisamment de données et pour lesquels on avait des choses à raconter. Donc, ce qu'on va observer sur nos 77 projets, c'est très majoritairement du chauffage collectif, majoritairement du chauffage du coup gaz, avec quand même une forte présence de fioul, puisqu'on a 14 copropriétés qui sont au fioul. On n'est pas loin du quart, on est un petit peu en dessous quand même. Sachant qu'à Paris, il y a plutôt 5% de copropriétés au fioul. Là, on en retrouve 15% dans notre échantillon. Donc, on surreprésente. Et sur la taille des copropriétés, c'est un peu la même chose. On va être sur des copropriétés d'environ 100 logements, alors que la moyenne parisienne est autour de 24. Donc, c'est déjà constitutif des 30 glorieuses, qui sont déjà par nature des bâtiments en moyenne plus grands, plutôt en collectif et du coup plutôt en gaz, voire en fioul, et en fioul. Mais en plus, dans notre échantillon, on va avoir une surreprésentation de ces indicateurs-là, de taille et de mode collectif. Ça veut dire aussi une chose d'ores et déjà, c'est que, et ça, que ce soit sur les bâtiments 30 glorieuses ou globalement dans ce qu'on observe en rénovation, c'est à majorité des copros qui font une cinquantaine de logements ou plus, qui sont en chauffage collectif et qui sont en chauffage plutôt fossile, qui vont aller vers de la rénovation globale. Et en termes d'étiquette énergie initiale, voilà, on est plutôt sur du D, voire du E en majorité, parmi notre échantillon. Et on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Des choses à préciser aussi sur ces projets-là, tous sont, donc les projets sont votés, les travaux sont en cours ou terminés. On a inclus également tous les projets qui font des postes simples. On n'a pas forcément pris que les projets globaux. On part à partir de 5% de gains sur les consommations d'énergie.
avec au moins 500 € de prestations par logement, les prestations comprenant toutes les prestations intellectuelles et travaux. Et ce sont donc des copropriétés sur le coach. Spécificité qu'on va retrouver à Paris qui va driver beaucoup de copros sur notre territoire intramuros, c'est la présence importante des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, donc les PIG pour englober, avec une copropriété suivie par l'OPA Béliard, qui était très localisée, 18 qui ont été suivis par l'OPATB du 13e arrondissement, 9 dans le 19e arrondissement et 12 copropriétés par Ecorénovo Paris. Donc c'est globalement les copropriétés les plus ambitieuses qui sont issues de ces programmes d'accompagnement. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail des prestations qui ont été menées sur ces ensembles. Alors, à noter que l'audit semble clairement être la porte d'entrée de tout projet de rénovation qui se tient. Parmi tous les projets, on a à chaque fois la présence d'un audit, hormis les quelques-uns qui ont simplement changé une chaudière ou hormis les quelques-uns qui ont simplement changé une chaudière. Globalement, on a des tarifs au global de prestations qui vont osciller entre les 3 000 et les 30 000 €. Donc, 30 000 €, pour information, on était sur une tour IGH, avec des problématiques bien particulières et des spécificités à étudier qui nécessitaient du coup un temps de travail, donc un temps important. Et globalement, on va tourner autour de 10 000 € en moyenne. À noter ici une chose assez importante, donc on est sur des grandes copropriétés, le montant par logement il est aux alentours de 140-150 €. À noter que la ville de Paris elle a mis en place un chèque à l'audit qui permet de financer jusqu'à 5 000 € de la prestation forfaitaire, et que la métropole du Grand Paris va lancer un dispositif similaire. Donc première chose, c'est que sur les grandes copropriétés comme celle qu'on est en train d'étudier, on va pouvoir amortir la moitié du montant de l'audit, et sur les copropriétés de plus petite taille, on va pouvoir amortir en gros entre 50 et 100% du montant de l'audit. Donc avec ce dispositif-là, on va vraiment mobiliser un nouveau gisement de copropriété pour la rénovation. Et peut-être une petite précision aussi, Benjamin, on parle là d'audit global, mais on tend vers le diagnostic technique global. Donc, le référentiel vous a été présenté la semaine dernière et sera disponible d'ici la fin du mois, voire début du mois de novembre. Donc, sera en ligne le cahier des charges. Donc, voilà, pour ceux notamment qui ont des copropriétés à l'échelle de la métropole ou à l'échelle de la ville de Paris, tout simplement, pour lequel il y a une aide à l'audit de 5 000 €, n'hésitez pas à nous faire remonter et indiquer, orienter vos copropriétés vers un DTG, diagnostic technique global. Merci. Merci Jessica pour la précision. Tout en restant dans les prestations intellectuelles, on a aussi la présence de maîtrise d'œuvre. Donc là, on va retrouver cette prestation forcément à chaque fois qu'il y a un projet de rénovation globale. On a quelques trous dans nos données pour le coup sur spécifiquement les maîtrises d'œuvre, mais globalement, on va osciller, donc minimum 1 000 €, mais la prestation elle est un petit peu à prendre avec des pincettes. On va monter jusqu'à 280 000 € de prestations de maîtrise d'œuvre sur un projet de rénovation global coûteux. Mais le prix moyen, grosso modo, alors dans les maîtrises d'œuvre, on place à la fois la phase conception et la phase de suivi de chantier. On ne dissocie pas les deux. Mais globalement, on va tourner autour de 85 000 € pour des projets globaux en temps de glorieuse. Chose qu'on a notée aussi, on a été regarder clairement les noms des entreprises qui ressortent le plus dans l'ensemble de ces prestations et aussi sur les prestations de travaux, puisqu'on a aussi vocation premièrement à animer les filières professionnelles sur la rénovation énergétique en métropole. Donc c'est Jessica qui s'occupe de l'animation du réseau pro. Et on a également vocation, nous, à savoir s'il y a des entreprises qui représentent plus que d'autres, ou qui sont beaucoup plus présentes sur le marché que d'autres, pour faire en sorte que le marché soit le plus sain possible et puisse se développer sans trop de monopole. Même si on n'est forcément pas un régulateur de marché, mais on essaye de faire en sorte que chacun puisse vivre avec un volume de copropriété suffisant. Donc on va retrouver 3 bureaux d'études majoritaires qui ressortent, qui font 50% des prestations d'audit. Donc je les cite, puisque c'est l'objectif aussi. Donc on retrouve Pouget Consultant, Enera Conseil et Pasio. Et sur les maîtrises d'œuvre un petit peu plus diffus, on va trouver 5 grands bureaux d'études ou cabinets d'énergie qui vont prendre 35% à eux seuls des prestations. Donc encore une fois, Enera, Renova, Pasio, IM Architecture et Sunsquare.
Et ensuite, pour le reste, on a une vingtaine de structures différentes qui vont se partager les réalisations, que ce soit ou des cabinets d'archi, ou des bureaux d'études, ou des couples archi-bureaux d'études. Voilà pour vous brosser un petit peu le portrait. Alors, sachant qu'on ambitionne aussi de faire un petit peu plus d'analyse de marché en prenant l'angle des différentes structures, parmi vous notamment, à partir de l'année prochaine, mais ça nous nécessite aussi un petit peu plus de travail et de données aussi pour être un peu plus fort sur ces éléments-là. Concernant les prestations qui sont directement liées à l'isolation, ce qu'on va retrouver le plus, ce sont les travaux sur les façades, sur les planches et bas et sur les toitures. Alors, pardon, surtout sur les façades et les toitures, moins sur les planches et bas. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Globalement, toutes les copropriétés qui ont fait des travaux de façade et d'isolation lourde sont passées par une maîtrise d'œuvre et un audit. Toutes les copropriétés qui ont fait des travaux de façade sont également passées par, enfin, quasiment toutes sont également passées par une amélioration de la ventilation, donc ça j'en parlerai un petit peu après. Au global, les montants vont quand même être assez importants, hein, générés par ces rénovations-là. Donc pour les 53 qui ont fait de la rénovation de façade, on va quand même générer 40 millions d'euros de prestations, ce qui n'est pas rien. Pour les fenêtres, qui est le deuxième poste, on va retrouver 100 millions d'euros, et ensuite les toitures et les planchers bas pour des montants un peu moindres. On a rapporté ces montants par logement pour donner une indication du poste qui semble le plus important par logement. Le premier, c'est évidemment, en tout cas ce qui ressort, ce sont les isolations de façade. Donc là, on est en ITE, pas en ITI, par l'extérieur, je précise, avec 7 600 € par logement en moyenne, sans considération, encore une fois, de la globalité des projets, ni de la performance énergétique qu'il y a derrière, simplement le post-isolation. 530 € pour les planchers bas, 1800 € pour les toitures, 2600 € pour les fenêtres, qui du coup est le deuxième poste le plus important dans les projets de rénovation au global ramenés au logement. Là aussi, on va retrouver un certain nombre d'entreprises qui prennent plus de parts de marché, on va le dire comme ça, selon notre regard encore une fois. Globalement, la moitié des prestations sont réalisées par Coulon, Socateb, Harmonie, Marteau, Bâti Rénov, et pour les prestations de menuiserie, Lorénov et Norba. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là-dedans, vous allez retrouver des ensembliers, donc des façadiers qui intègrent aussi d'autres prestations et qui portent un certain nombre de prestations en toiture, la pose de fenêtres parfois, ou même l'isolation des planchers bas. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc il y a un peu moins d'isolation de plancher bas, soit parce que techniquement c'est pas faisable, soit parce que ça avait déjà été fait. Il y a aussi des copropriétés qui avaient déjà fait les opérations, on va dire, les plus rentables, donc plancher bas, voire les toitures. Mais globalement, sur ces copropriétés, en fait, l'avantage qu'on a et qu'on recite encore une fois, c'est que chacun de ces éléments se porte bien à de l'isolation. Les toitures, c'est des toitures terrasses, les fenêtres, c'est du changement de fenêtres. Plancher bas, les techniques maintenant sont bien maîtrisées. La variable va être sur les façades, encore une fois, quand il y a soit l'empiètement, soit des ornements particuliers, notamment les petits carreaux, donc la présence trop importante de balcons et de façades vitrées. Donc voilà. Et enfin, concernant les prestations sur les systèmes, donc chaufferie et ventilation, la majorité des copropriétés ont également agi sur leur système de chauffage, donc sur le remplacement des chaudières. On va noter notamment la conversion de 13 des 14 chaufferies au fioul. Donc on tend vers la disparition du fioul aujourd'hui, et ça c'est enfin une bonne nouvelle. Le poste chaufferie, c'est le troisième poste dans l'ordre des postes par logement lorsqu'on fait un projet global, puisqu'on est aux alentours de 2500 € par logement investi. La ventilation va être le poste suivant, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a la toiture qui va se placer entre les deux, mais on va retrouver ensuite la toiture puis la ventilation pour 41 copropriétés. Donc là aussi, c'est une bonne surprise pour nous, parenthèse. On avait un petit peu trop tendance à penser que la ventilation, c'était le parent pauvre de la rénovation. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était encore le cas, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on faisait de l'ITE, on faisait de l'isolation, on changeait les fenêtres et puis on s'en allait. Et on ne prenait pas suffisamment en compte l'importance d'un bon renouvellement d'air.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est bien corrigé et qui est bien intégré maintenant dans les programmes de rénovation. C'est quasi systématique d'avoir la reprise des ventilations. Alors, en l'occurrence, on va être sur le remplacement des caissons d'extraction en toiture, sur l'équilibrage du tirage dans les conduites collectives et sur l'installation d'équipements hygroréglables dans les logements de type A ou B, donc sur les fenêtres et ou dans les pièces humides. Donc voilà, et sachant aussi qu'on a des postes à côté de prestations de type calorifugage, on est aux alentours de 300 € par logement, sachant en plus qu'on a certains cas où on va pouvoir bénéficier des C2E à 1 € pour le calorifugage des réseaux de distribution de chauffage. Globalement, sur l'amélioration de l'empreinte écologique, ici, comme je vous le montrais, on va être surtout sur des prestations assez classiques de rénovation, donc, façade, enveloppe, système. Par contre, lorsqu'on va essayer de creuser un petit peu la démarche sur l'amélioration écologique, environnementale du bâtiment, on va être assez vite limité dans les prestations qu'on va observer sur le terrain. Donc on a 3 exemples parmi les 77. On a une végétalisation de toiture terrasse, on a une mise en place de panneaux photovoltaïques pour de la production d'électricité et une installation d'équipements en vue de récupérer les eaux de pluie. Donc c'est encore des actions qui sont très minoritaires, alors que le bâtiment joue quand même un rôle central dans la ville comme étant une matrice sur laquelle on va venir jouer sur la biodiversité, jouer sur les puits carbone. Donc, par exemple, dans nos projets, il n'y a pas de matériaux biosourcés qui ont été employés. Donc, on ne fait pas vraiment de puits carbone au passage de la rénovation. On ne fait pas de production d'ENR, alors qu'on a un objectif très ambitieux sur la ville de Paris, qui est de produire localement 20% d'énergie. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur ces dynamiques-là. Donc voilà, ça nous pose des questions et ça nous dit qu'il va falloir qu'on creuse les sujets, qu'on aille un peu plus loin dans le fait de lever les freins et activer un certain nombre de leviers d'actions pour que les copropriétés embarquent un peu plus ces notions-là. Et enfin, en termes de temps de projet, je vais aller assez vite dessus, globalement c'est 5 ans et demi, quand on part de l'audit jusqu'à la restitution des travaux. Donc ça c'est, on va dire, le corpus prestation, audit maîtrise de travaux, 5 ans et demi, donc c'est pas rien. Et c'est sans compter tout ce qu'il va y avoir avant et après. Donc avant, on va retrouver de l'accompagnement, de la sensibilisation, du démarchage, de l'information, tout un ensemble d'étapes qui peuvent prendre des mois, voire des années de mobilisation d'une copropriété jusqu'à ce qu'elle se dise tiens, on va voter un audit, on va enfin s'engager dans un projet de rénovation. Et à la fin, une fois que vos travaux sont restitués, vous avez encore des phases d'équilibrage, de demande de subvention, d'accompagnement, de formation aux éco-gestes. Donc il y a encore du temps qui est à mobiliser pour la rénovation. Donc en fait, c'est des projets de temps long, c'est ça qui rend la chose compliquée en copropriété, mais il faut bien voir aussi que quand aujourd'hui on commence à informer une copropriété sur ce que c'est la rénovation, son projet il sortira peut-être dans 5 ou 10 ans. Et quand je dis que 2050 c'est demain, si on attend 2040 pour se lancer dans la rénovation, on va être beaucoup trop tardif si on souhaite maintenir un rythme et enrichir ce rythme dans les années qui viennent. Alors la question qui se pose forcément avec ces projets de rénovation, c'est l'adéquation entre la performance énergétique, les émissions carbone, les montants des travaux et les objectifs des plans climat. C'est ce qu'on a essayé de traduire assez simplement ici par rapport à ce qu'on a pu observer dans ces 77 projets de rénovation. Donc là, vous avez les chiffres macro, global. Donc, globalement, on est sur 38% de gain énergétique en moyenne sur les projets. On passe d'une étiquette E à une étiquette C. On descend quand même sur du 130 kWh par mètre carré par an. Donc on n'est pas très loin, pas trop loin de l'objectif du plan climat qui est à 104 en moyenne. Et au global, on est quand même sur 46 millions de kilowattheures par an qui sont économisés, qui devraient être économisés en tout cas par an par ces 77 copropriétés suite aux travaux. Donc, encore une fois, c'est un volume assez conséquent. En termes de CO2, on est pareil sur les mêmes proportions, 38% également. On passe d'une étiquette E à une étiquette D. La réduction, elle est un peu moins importante. On est quand même encore à 31 kg de CO2 par mètre carré par an émis.
on a quand même une réduction de 8600 tonnes de CO2, donc ça, on va dans le bon sens, mais on pourrait faire beaucoup mieux en fait sur ces indicateurs-là. Alors, on parle d'indicateurs carbone parce qu'on pense à l'APC que c'est important de ramener à chaque fois ces éléments-là, mais effectivement, on est conscient que ce n'est pas ce qui va parler en priorité aux copropriétés. En termes d'étiquette énergie, où est-ce qu'on va arriver? Donc, je vous ai remis les étiquettes initiales sur la droite et on va en fait glisser vers les étiquettes qu'on va retrouver plutôt sur la gauche. Alors, comment lire le graphique à gauche? Vous allez retrouver en couleur les gains énergétiques en pourcentage qui ont été faits par les porteurs de projets, par les copropriétés, avec le nombre de copropriétés à chaque fois, et qui vont se retrouver dans une classe énergétique. Pour faire simple, globalement, auparavant, on avait du E et du D. Aujourd'hui, on va retrouver majoritairement du C, du D et un petit peu de B. Ce qu'on va lire aussi, c'est que quand vous faites 50%, vous avez plutôt tendance à tomber sur du B et du C. Quand vous faites entre 30 et 50, on va plutôt tomber sur du C et du D. Et quand vous faites moins de 30% de gains, on va difficilement atteindre une étiquette C. Donc, c'est une déduction extrêmement logique. Plus vous faites de pourcentage d'économie d'énergie, plus vous allez aller vers de la performance, vers une étiquette basse, une bonne étiquette. Mais on va voir que ce n'est pas toujours aussi simple et qu'en fait, il y a un facteur ici qu'on n'a pas vraiment pris en compte, c'est d'où part chaque projet. Et ça, je vous en reparle juste après. Donc là, en fait, c'est une illustration, mais tout ça pour dire qu'avec ces projets de rénovation, même en faisant plus de 30%, on a encore des copropriétés, donc là il y en a 6, qui sont en étiquette D. Donc globalement qui partaient de E, mais qui sont encore en étiquette D. Quand on regarde cette performance et qu'on l'associe à des montants de travaux, ou plutôt l'inverse, quand on regarde les montants de travaux et qu'on y associe une performance atteinte, on se rend compte que, alors on a fait des classes de tranches de 5 000 € dépensées par logement, et à chaque fois on a regardé quelle est la performance moyenne qu'on atteint dans ce pool. Globalement, alors on peut faire du 30%, qu'est-ce que ça nous dit? On peut faire du 30% d'économie d'énergie en dépensant entre 5 000 et 10 000 €. On a déjà eu des projets qui, pour 7 000 € par un logement, faisaient du 30-35%. Et en fait, on se rend compte que plus on va monter dans les montants, moins on va augmenter en termes de performance. Donc ça, c'est une vision assez simpliste pour le coup des choses, je vous l'accorde, mais dans les moyennes, c'est vraiment ce qu'on observe, c'est qu'au-delà de 25 000 € par logement, chaque gain complémentaire sur la performance va coûter de plus en plus d'argent. C'est ce que ça veut dire. Ce qui veut dire aussi, ce qui se dit aussi ici, c'est que globalement, entre 10 000 et 25 000 €, la performance ne va pas énormément varier, et donc il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, notamment l'état initial de consommation, mais également l'état initial du bâtiment, d'un point de vue de ses caractéristiques techniques, de la présence ou non de chauffage collectif, des travaux complémentaires qui vont devoir être menés, notamment sur les façades. Est-ce qu'il y a un désamiantage qui doit être fait? Est-ce qu'il y a une reprise de petits carreaux qui doit être faite? Est-ce qu'il y a des balcons? Est-ce qu'il y a des choses qui vont engranger des surcoûts? Donc ça, c'est vraiment des indicateurs qui vont jouer sur le montant des travaux presque plus que la performance. Et encore une autre façon de voir ces différents projets, et de voir la performance en fait. Donc il y a une façon de voir la performance qui est plutôt celle-ci, qui est en pourcentage de réduction. Mais là, si vous partez de G, que vous faites 50%, vous n'irez pas beaucoup plus loin que le E, voire le F, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une autre façon de voir les gains énergétiques, c'est en fonction de l'étiquette ou du seuil qu'on va atteindre. Donc, bâtiment basse consommation rénovation à 104 kWh et dit plan climat qui est à 80 kWh par mètre carré. Ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu moins net, mais globalement, si vous dépensez entre 10 000 et 15 000 € par logement, vous allez pouvoir faire jusqu'à 66% d'économie d'énergie. Vous allez pouvoir passer en étiquette plan climat, donc en B,
Et vous pouvez aussi arriver en plan climat en dépensant plus de 20 000 € par logement. Donc en fait, encore une fois, ça illustre qu'il ne suffit pas de mettre des gros montants pour être en plan climat et qu'il y a d'autres problématiques qui vont entrer en considération. On va devoir conclure, Benjamin. Oui, c'est la fin, t'inquiète pas. Et donc en fait, tout ça pour mettre une notion de pivot dans les objectifs du plan climat. Je le rappelle, il y a à la fois le moins 50% et à la fois le BBC. Si vous partez au-delà de 208 kWh par mètre carré par an, l'objectif premier atteignable, c'est de réduire de 50% votre consommation. Quand vous partez d'une étiquette qui est en dessous de 208, l'objectif premier atteignable, c'est bâtiment basse consommation. Et pour aller plus loin, pour aller vers du 80, là, ça s'adresse plutôt à des projets plus lourds, à des projets qui ne partent pas nécessairement de, entre guillemets, trop loin, mais qui vont aussi mettre en œuvre un certain nombre de travaux plus intenses, plus importants, et qui vont devoir faire un saut en termes de qualité, voire en termes de système avec l'intégration d'ENR notamment. Alors, je vous inviterai, on ne va pas prendre le temps de la détailler, mais à aller voir la copropriété du 3 rue Stephenson, par exemple, qui est un très bon exemple de rénovation des 30 glorieuses assez globale à Paris, qui est de mémoire à 14 000 € par logement, en moyenne pour 60% d'économie d'énergie sur le papier. Alors, pourquoi je dis juste sur le papier? Parce que justement, une des conclusions, c'est quelle est la performance réelle dans tout ça. Parce que là, je vous ai parlé en gros d'étiquette énergie sur audit énergétique, sur calcul théorique, STD, etc. On a fait une analyse sur 8 copropriétés, une autre analyse dont la publication va sortir à partir de cette semaine, donc vous serez également informés, qui dit plusieurs choses. Premièrement, il y a clairement un écart entre ce qui est prévu en termes de consommation et ce qui est consommé réellement par les copropriétaires après les travaux. Forcément, il y a un écart dans la méthode de calcul, puisque vous avez des usages qui vont entraîner des surconsommations, notamment au niveau des températures de consigne, mais pas seulement. Vous avez une prise en compte qui est bien trop légère du poste ECS. Nous, on ne l'a pas détaillé parce qu'on n'a pas suffisamment de finesse entre la partie chauffage et la partie ECS. Mais globalement, il y a des pertes de bouclage qui sont assez importantes et qui vont entraîner des consommations bien plus importantes que prévu. Et des rénovations surtout qui sont incomplètes. Et ça, je ne l'ai peut-être pas encore suffisamment dit, mais si vous n'isolez qu'une partie des façades, qu'une partie de la toiture ou la façade pas les toitures, vous changez la moitié des fenêtres, etc., forcément, vous avez un équilibrage de la distribution de chauffage qui va être compliqué, des performances qui vont être un peu aléatoires, ou en tout cas diversifiées en fonction de où vous vous trouvez dans la copropriété. Et au final, certes une réduction des inconforts, mais pas pour tout le monde, pas au même niveau pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une grosse question sur la performance réelle des rénovations. Et ça fera l'objet d'autres travaux encore à partir de l'année prochaine. Un autre sujet important, c'est les conversions des chaufferies fuel. Donc ça, c'est un gros moteur pour entraîner des rénovations globales. Il y a encore un peu plus de 1000 copropriétés à Paris qui sont concernées, majoritairement de la 30 glorieuse. Et donc, voilà, on s'appuie aussi beaucoup sur ces copropriétés-là pour entraîner le parc vers de la rénovation globale. Et enfin, une dernière chose, les montants. Donc, les montants, globalement, ce qu'on a observé, ou ce qu'on observe en général dans l'observatoire, c'est que pour 18 000 € par logement en TTC, on rentre à peu près dans les objectifs plan climat, donc soit en arrivant sur le BBC, soit en faisant moins 50%. Selon l'Observatoire BBC national, on est plutôt aux alentours de 19 000 € hors taxe pour la même performance. Et ces montants, même s'ils sont importants par logement, ils sont tout de suite à mettre en comparaison de deux choses. Premièrement, le BBC en maison individuelle, qui est à grosso modo 50 000 €. Et deuxièmement, les hautes performances qui seront atteintes dans les logements sociaux et qui embarquent des rénovations lourdes qui sont en moyenne de 45 000 € par logement investi. Donc, certes, le prix est important, mais il faut vraiment le mettre au regard de ces autres segments de parc qui, eux, font aussi de la rénovation. Et il faut qu'on arrive aussi à faire comprendre à des copropriétés que finalement, ils ont de la chance, entre guillemets, d'être en copropriété parce qu'ils ont un parc qui est assez facile à rénover,
sur ces typologies-là, pour des montants grosso modo inférieurs à ceux qu'on aurait en maison individuelle. Dernier chiffre clé, et après j'en ai terminé. Si on considère une moyenne de 20 000 € par logement, en comptant 2 millions de logements en métropole du Grand Paris, en copropriété, on arrive au chiffre magique de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, c'est à peu près le volume de chiffre d'affaires, de prestations, de travaux, d'audits, de DTG et de maîtrise d'œuvre, qu'il y a à générer sur les 30 prochaines années, donc à peu près 1,2 milliard par an. Et pour vous donner un équivalent en fait de ce que représente 40 milliards d'euros, c'est le métro du Grand Paris qu'on est en train de construire actuellement. Donc, on est clairement sur un des grands chantiers du XXIe siècle en France qui commence. Donc, on voit qu'il y a des rénovations qui se font. Il y a encore des marges de progrès, il y a encore un niveau à atteindre. On commence, mais c'est ces gros objectifs-là qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, ces montants qu'il ne faut pas perdre de vue. Et dès à présent, en fait, œuvrer tous ensemble, donc architectes, bureaux d'études, agences locales de l'énergie et du climat, écopropriétaires et syndics, vers cette transformation du parc petit à petit, mais sans se dire on a le temps, on attend les obligations, ou on attend d'autres aides, ou on attend d'autres choses. C'est maintenant qu'il faut vraiment embarquer le maximum de copropriétés dans cette démarche. Et je vous invite à aller consulter la centaine de retours d'expérience que nous avons déjà sur la métropole du Grand Paris, sur cette carte qui est en accès public. Je vous remercie. N'hésitez pas en parallèle, en parlant de cette carte des copropriétés rénovées, à nous faire remonter vos cas, vos copropriétés, vos projets, que ce soit dans Paris, Paris Intramuros ou à l'échelle de la métropole. On pourra voir ensemble comment valoriser ces projets et les mettre en ligne sur notre carte des copropriétés rénovées. Je profite aussi, toujours en parlant de rénovation, pour faire une transition sur les trophées Coach CoPro qui sont on relance l'édition des trophées Coach CoPro. Donc la deuxième édition devait avoir lieu en avril, remise des prix en avril en même temps que le forum de Habiter durable, malheureusement qui n'a pas eu lieu cette année. Donc on relance l'appel à candidature. Donc pour rappel, si vous avez des copropriétés qui ont eu un projet qu'on juge exemplaire, BBC, ou en tout cas qui ont réfléchi de manière globale sur le projet de rénovation, n'hésitez pas, pareil, et qui ne sont pas encore identifiés sur notre carte, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Un mailing dans ce sens partira cette semaine. Donc, vous allez recevoir l'information cette semaine. Pour rappel, les trophées Coach CoPro, donc là, on est sur la deuxième édition. Ça a pour but de valoriser les projets, les copropriétés qui se sont engagés dans un projet de rénovation globale, et également vous mettre en avant en tant que maître d'œuvre, entreprise de travaux, auprès d'un public un peu plus large. Voilà pour tout ce qu'on devait se dire. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi pour un petit déj, malheureusement encore virtuel, mais un petit déjeuner quand même, où on parlera des actions que l'on réalise à l'Agence parisienne du climat, les actions de nos collègues des agences locales de l'énergie. Comme l'a quand même pas mal répété Benjamin, on parle d'observatoire, on parle de données, mais tout ceci est possible également grâce aux agences locales de l'énergie qui sont sur le territoire de la métropole, donc MVE sur le territoire du 93-94, le CAE 94, l'ALEPT dans le 93 et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou vendredi à 10h, donc ça sera également avec moi, pour échanger également avec d'autres confrères qui sont sur le territoire. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, c'est le moment. On vous enverra bien évidemment cette présentation qui était quand même bien dense. Après, ça reste une étude, donc forcément, on a énormément de données, de choses à partager avec vous. Ce sera aussi l'occasion pour nous, n'hésitez pas à nous faire remonter peut-être vos commentaires suite à cet envoi de cette étude. Il y aura bien évidemment les coordonnées de Benjamin qui est en charge de cette étude et puis globalement de l'observatoire, si vous avez des données, des commentaires à ce sujet. On a le temps pour prendre encore une petite question. Je sais qu'on a un peu dépassé le timing, mais n'hésitez pas. Peut-être Benjamin,
pour conclure et puis ouvrir un peu les perspectives observatoires, qu'allons-nous recevoir dans les semaines, mois à venir comme études du côté de l'APC? Plein de choses. Plein de choses. Beaucoup de livraisons en fin d'année. Donc, on était un peu ralenti comme tout le monde cet été et en début d'année. Donc là, à sortir, on a cette étude 30 glorieuses qui est en finalisation, qui est terminée, mais qui est encore mise en page dans les semaines qui viennent. On a le rapport sur l'instrumentation, qui ça est un très gros livrable, qui sera publié dans la semaine. On va avoir le rapport d'étude sur le potentiel d'installation de bandes de recharge pour les véhicules électriques en copropriété à Paris dans le mois qui vient, dans les 2 mois qui viennent, il me semble, donc en tout cas avant la fin d'année. On a eu la publication, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas la présentation du contenu du nouveau référentiel DTG, Diagnostic Technique Global. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, d'ici la fin d'année, on va publier une vingtaine de nouveaux retours d'expérience, donc de nouvelles fiches de rénovation en copropriété sur la carte des copropriétés directement, sachant que ce sont des fiches aussi qu'on valorise sur les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn. Je vous invite, de temps en temps, y faire un tour et ne pas hésiter à les relayer ou à nous indiquer si vous avez des retours complémentaires sur ces fiches, notamment s'il manque des informations ou autre, parce qu'on n'a pas toujours connaissance de tout. Je pense que je n'oublie rien dans les gros livrables. Et de toute façon, globalement, l'Observatoire fournit pas mal de choses en termes de... Alors, tous les outils ne sont pas ouverts, donc forcément, vous ne verrez pas tout, mais pas mal de nouvelles publications, data visualisation, des petites notes. On remet à jour aussi des anciennes notes. Mais globalement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes dans les bons canaux d'information. Et donc, vous serez informé de chaque élément qui sort. Super, merci beaucoup Benjamin. Petit rappel, donc rendez-vous le 9 octobre, vendredi, pour le petit-déj pour vous, professionnels. Le 22 octobre, on revient avec Solutions Pro. Cette fois, on va parler de photovoltaïque et de panneaux avec l'intervention de nos collègues MVE, qui est sur le territoire du 93 et 94. Donc l'installation de panneaux photovoltaïques en copropriété avec quelques retours d'expérience. Et le 29 octobre, ce sera Fabrice Foriot, qui est détaché au service d'urbanisme, qui nous présentera la note qui a été rédigée sur l'empiètement. Voilà, je tiens à vous remercier tous les deux pour votre intervention. Merci à vous d'avoir assisté à notre solution pro sur les bâtiments 30 glorieuses. Vous recevrez bien évidemment l'ensemble des présentations et cette vidéo sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Merci à vous, merci à tous, bonne journée. Merci à vous, Merci bonne journée. beaucoup. Bonne journée.